le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 4 mai 2021. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel pour présenter le grand journal. Joël François et Smith Jean-Julien. Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. En Ukraine, soldats ukrainiens. Plus de 200 civils restent piégés dans des bunkers à la Syrie Azovstal. Écoutons les témoignages. Les soldats ukrainiens ne voulaient pas nous laisser sortir. Ils voulaient probablement nous utiliser pour un échange. Ils ont dit que s'ils mouraient, on mourrait avec eux ici. Nous ne pouvions pas sortir. Ils nous ont demandé d'éteindre notre téléphone, disant que le signal attirerait des bombardements. Nous étions dehors, mais les soldats d'Azov nous criaient dessus, nous demandant où nous allions et nous insultaient. Ils étaient forts et tiraient en l'air depuis le bâtiment voisin pour nous menacer. Alors nous sommes revenus en courant. Ils ne voulaient pas que les gens sortent et répétaient que les bâtiments étaient tous bombardés. Ils disaient qu'il y avait de mauvaises personnes de l'autre côté qui allaient tirer pour nous tuer. Nous avions la radio et entendions des messages. Nous savions qu'il y avait un couloir d'évacuation, mais nous ne pouvions pas nous rendre au point d'évacuation. Ils ne voulaient pas nous laisser sortir. Les soldats disaient « Nous ne pouvons pas vous laisser aller de l'autre côté. Il y a de mauvaises personnes qui vous tueraient tous. » Bref, vous ne pouvez pas y aller. Ils ont dit quelque chose comme « Nous nous soucions de votre sécurité, alors retournez au sous-sol. » Il semblait que personne n'a besoin de nous, personne n'est venu nous voir. Les soldats, les autorités civiles et les dirigeants de l'usine, aucun n'est venu nous voir. Les forces russes ont lancé un assaut contre la Syrie d'Azovstal, dernier bastion contrôlé par les forces ukrainiennes dans la ville portuaire de Mariupol, le sud-est de l'Ukraine. Le Kremlin dément cette information. Les évacuations ont débuté hier, mais des centaines de civils sont encore bloqués sur ce site. Voici un reportage signé France 24. Des chars russes aux abords de l'usine Azovstal. Depuis hier, ils donnent l'assaut sur le complexe métallurgique, dernier bastion tenu par les Ukrainiens à Mariupol. Ces dernières semaines, l'usine était pilonnée uniquement par l'aviation et la marine russe. Les troupes sont désormais au sol. Elles tiennent déjà certaines positions de cette immense usine. Il y a notre position ici, et sur la gauche, du côté de la mer, on voit toute l'usine. Et comme vous le constatez, tout brûle. Notre artillerie est en action. Ces images, tournées par la télévision russe, montrent l'ampleur des destructions sur plusieurs bâtiments. Quelques journalistes ont pu suivre les militaires russes à Mariupol. Cette usine date de l'époque soviétique et a été construite pour résister à une attaque nucléaire. Il y a plusieurs niveaux de sous-sol. Des civils, peut-être 200, seraient encore retranchés dans les entrailles de l'usine, dans l'attente d'une évacuation comme celle-ci, qui a eu lieu le week-end dernier. Des images filmées par les combattants ukrainiens. Je veux aller n'importe où en Ukraine. Terrés sous d'intenses bombardements, pendant des semaines, certains n'y croyaient plus, ils imaginaient le pire. Hier, les dernières personnes évacuées ont pu rejoindre la ville de Zaporijia après avoir été contrôlées par l'armée russe. Ils nous ont mis dans une tente, on a dû enlever nos vêtements, puis ils ont vérifié nos documents et scanné nos téléphones. Sur cette vidéo de propagande diffusée par les séparatistes pro-russes, on voit la violence des combats de ces dernières semaines sur l'usine d'Azovstal. Burundi, 10 soldats burundais tués. L'armée burundaise a confirmé avoir perdu des soldats engagés dans une base de l'Union africaine en Somalie. Voici un reportage signé Africa News. L'armée burundaise a confirmé sur Twitter l'attaque d'une base de l'Union africaine en Somalie. 10 casques bleus burundais ont été tués dans l'offensive perpétrée par des militants islamistes radicaux d'Al-Shabaab mardi, près de Silbaraf, à plus d'une centaine de kilomètres au nord-est de la capitale Mogadiscio.
27 soldats burundais ont également été blessés et 5 autres sont portés disparus. Le bilan provisoire fixe à 45 militaires morts ou portés disparus dans l'attaque. Du côté des assaillants, 20 membres d'Al-Shabaab ont été tués, a détaillé l'armée dans un communiqué. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a fermement condamné cette attaque. Le gouvernement somalien a également condamné l'assaut tout en appelant la communauté internationale à faire davantage pour soutenir les forces somaliennes et l'ATMIS. Les forces de l'Union africaine ont envoyé des hélicoptères de combat sur la zone peu de temps après l'offensive. Selon un commandant militaire local, l'assaut aurait commencé par une attaque à la voiture piégée avant qu'une fusillade éclate entre le camp et les assaillants. L'offensive a été revendiquée par Al-Shabaab, soutenant avoir pris le contrôle du camp et tué 173 soldats. C'est la première fois qu'une attaque est commise envers une base de maintien de la paix depuis que la mission de transition de l'Union africaine en Somalie a remplacé l'ancienne force AMISOM le 1er avril. Avec plus de 5000 hommes, le Burundi est le deuxième pays à fournir le plus de troupes à la mission. Direction la Moldavie, ce soutien de l'Union européenne à la Moldavie. Nous prévoyons cette année de considérablement accroître notre soutien à la Moldavie en livrant des équipements militaires supplémentaires à ses forces armées, a déclaré Charles Michel lors d'une conférence de presse conjointe à Chisinau avec la présidente moldave Maia Sandu. Voici un reportage signé Euronews. Soutenir la Moldavie est un devoir européen. Ce sont là les mots de Charles Michel en visite à Chisinau ce mercredi. Le président du Conseil européen a annoncé que l'Union européenne allait considérablement accroître son soutien militaire à la Moldavie, qui connaît un regain de tension dans la région séparatiste pro-russe de Transnistrie. L'Union européenne est pleinement solidaire de votre pays, la Moldavie. Il est de notre devoir européen d'aider et de soutenir votre pays et d'accroître notre soutien à votre stabilité, sécurité, souveraineté et intégrité territoriale. Nous prévoyons donc cette année de considérablement accroître notre soutien à la Moldavie en livrant des équipements militaires supplémentaires à ses forces armées. La Moldavie, ex-république soviétique, redoute d'être la prochaine cible de Moscou. Une série d'explosions a secoué la semaine dernière la Transnistrie, cette région soutenue par Moscou qui a fait sécession en 1992. Depuis, des troupes russes sont déployées dans ce territoire séparatiste. Zoom sur la presse. Hier, c'était la journée mondiale de la presse à travers le monde. Que dit la presse? Zooming sur Julian Hassan, extradé aux États-Unis par nos confrères de Radio Sud. Est-ce que la liberté de la presse est respectée? Écoutons un extrait de l'émission sur Radio Sud. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices. Nous sommes là pour transmettre l'information dans la liberté la plus totale. Oui, la plus totale, pas partout, pas partout, et pas toujours. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, lanceur d'alerte. Est-ce que les journalistes dans le monde peuvent écrire tout ce qu'ils veulent? Hélas, non, pas partout, pas dans le monde, et tous les journalistes ne peuvent pas écrire ce qu'ils veulent. On ne va pas énumérer, vous voyez, j'en étouffe d'émotion. Énumérer effectivement les divers problèmes économiques, les pressions, les autocensures, etc., etc. Beaucoup de journalistes, je dois le dire, ici comme ailleurs, font leur métier et le font très bien et le font avec honnêteté et courage. Et puis d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Je rappelle, alors effectivement, c'est bien de le célébrer. D'ailleurs, le président réélu, Emmanuel Macron, a fait un tweet à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et comme toujours, la France sera toujours du côté de ceux qui luttent pour nous informer, qui se battent pour écrire la vérité. Certes, monsieur le président. Le problème, c'est que quand, et c'est très bien, vous subventionnez les journaux à hauteur de 500 millions et plus par an, avec notre argent, très très bien. Le problème, c'est que qui subventionne et surtout comment c'est choisi. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, ça ne se passe pas partout comme ça. Vous savez très bien, il y a les pressions, il y a
comment dirais-je, les dilections de tel ou de tel, et surtout, il y a quand même des exemples un peu fâcheux. Par exemple, on aurait aimé que dans le même tweet, dans le même communiqué, Monsieur le Président, vous nous expliquez pourquoi Julian Assange a été transféré aux États-Unis, où on sait très bien le sort qu'il attend, et pourquoi vous ne demandez pas aux États-Unis justement de le libérer, d'ailleurs, et de l'accueillir, par exemple en France, comme demandeur d'asile, réfugié politique. Si la liberté d'expression de la presse veut dire quelque chose, elle est incarnée notamment par Julian Assange. Eh bien là, on n'entend pas beaucoup. Et puis, est-ce que c'est à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de décider quelle télévision, que ce soit RT ou autre, doivent être interdites ou tolérées ? Qui choisit quoi? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est la France? Etc. Et je rappelle quand même que on est très très bien en France. Bien sûr qu'on est libre. Ici, on le sait, à Sud Radio, dans d'autres journaux, presse et télévision, on le sait aussi. Mais enfin, on est quand même, le classement fait par Reporters sans frontières rappelle que nous sommes, le dernier classement, le plus récent, nous sommes 26e, derrière entre autres la Jamaïque, le Timor oriental, la Namibie, Trinidad et Tobago. Heureusement, devant les USA, quand même, devant l'Italie et le Japon, mais derrière la Norvège, première, le Danemark, second, et la Suède, 3. Les pays scandinaves, effectivement, en la matière, sont très, très recommandés. Donc, la liberté, encore une fois, il faut le répéter, il faut le dire, la liberté ne se divise pas. Et j'étais très frappé, quand même, rappelons ça, par les cris d'orfèvre. C'était nos confrères de Radio Sud avant de plier bagages, note de presse sortie hier, à Jacmel, le 3 mai 2022, note des associations de journalistes siégeant le département du Sud-Est à NGP et à JRIS à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au moment même où nous sommes en train de célébrer la journée adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour exiger des gouvernements de la Terre la garantie des droits indéniables des journalistes, d'informer la population mondiale sur ce qui se passe. Il y a des endroits du monde où nos consoeurs et confrères sont en passe de devenir la proie des prédateurs pour les réduire au silence, au moment même où des débats sont en train d'initier pour réfléchir sur le respect des principes de l'éthique et la déontologie dans l'exercice de la profession de journalisme, que ce soit ici en Haïti ou ailleurs. Les agitateurs de l'ombre sapent les efforts pour instaurer une situation de trouble et d'affaiblissement du secteur, au moment où la nécessité de solidarité étant ne peut plus importante pour protéger la vie des journalistes. Certains pouvoirs rétrogrades, féroces et barbares continuent à intimider nos braves consoeurs et confrères qui, en dépit de tout, font œuvre qui vaille pour ne pas céder. Certains même d'entre eux donnent leur vie afin d'accéder à la bonne information. Dans certains pays, la presse est bâillonnée, dans d'autres, elle est censurée. Chez nous en Haïti, elle est vilipendée et affaiblie. Cet avilissement et cet affaiblissement peuvent s'expliquer dans la lenteur du pouvoir public à intervenir dans les intimidations, les menaces, les bastonnades, les assassinats et enfin la disparition de nos confrères. Une action de la justice représente un profond mépris à l'égard des journalistes haïtiens. On ouvre du coup la voie à n'importe qui de la société haïtienne de faire ce qui lui semble bon aux travailleurs de la presse. Du simple policier à la plus haute autorité de l'État, de citoyens ordinaires et même certains avocats n'accordent pas trop d'importance aux journalistes qui, dans un sentiment sacerdotal, servent leur communauté. En cette occasion spéciale, nous appelons la bonne foi des gouvernements du monde entier et aux tenants du pouvoir en Haïti. Cessez vos pratiques de sourds et d'aveugles sur le lynchage des journalistes. Abandonnez votre folie démoniaque, pensant que la meilleure proie à dévorer n'est autre que les journalistes, parce que ce sont eux qui ouvrent les yeux bandés et qui délient les langues des silencieux, car les journalistes ne sont pas les arbres qui cachent la forêt, ni les pompiers qui interviennent après que l'incendie a déclaré, mais plutôt le miroir qui fait voir les deux faces. Ils préviennent les feux de forêt. Aucun acte, aucune agression, aucun assassinat, aucune disparition, entre autres, de journalistes ne peuvent justifier le comportement humain d'un dirigeant, qu'il soit politique, économique, militaire, quelconque.
l'Association nationale des journalistes professionnels, ANJP, l'Association des journalistes reporters d'images du Sud-Est, AJRIS, crachent leur indignation commune sur les mauvaises pratiques risquant de devenir règle de la professionnalisation du métier de journalisme dans le pays. Nous souhaitons que le 3 mai 2022 soit un moment décisif dans la sauvegarde de la presse haïtienne, un patrimoine indubitable. Signature Joël François et Ézéchiel Louis-Charles. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Présentation signée Arlette Dorelas, la production Ed-Prod pour le camp de la radio évangélique Osanas 102.3 FM. Couleur du temps sur Boston, 54 degrés Fahrenheit, la capitale des grandes universités du monde, 12 degrés Celsius à Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius, en ciel sans soleil sur Boston, une toute petite grippe qui tourmente la voix. Bonsoir, passez un excellent mercredi, compagnie de la radio, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.